c'est Madame Élodie Goumet, donc, qui est déléguée aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes à la préfecture de Vaucluse, qui va ouvrir cette journée. Madame Goumet, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette ouverture. Je vais vous laisser la parole maintenant et ensuite, donc, ce seront les personnes de Force Femmes qui interviendront directement sur ce premier atelier, mais je les laisserai se présenter par la suite. Madame Goumet, je vous laisse la parole. Un grand merci à vous et je reprends juste après votre intervention. Merci. Oui. Bonjour, bonjour à tout le monde. Déjà, je vous félicite d'avoir organisé ces 2 journées et d'avoir pris cette initiative. Je suis ravie d'en faire l'introduction. Donc, ce que je vous propose tout d'abord, c'est de commencer par une perspective historique sur les femmes dans le monde du travail. On sait que le marché du travail s'est fortement féminisé après la Seconde Guerre mondiale et notamment après 1975. Aujourd'hui, les femmes représentent 48% de la population active française. Ceci dit, ça ne doit pas occulter le fait que les femmes, elles ont toujours été des agents économiques majeurs dans la société. Au XIXe siècle, elles étaient employées sur les travaux agricoles, dans les industries textiles, l'industrie minière notamment, mais également dans la domesticité et dans les commerces. C'est une réalité qu'il faut repositionner, je pense, à ce stade. Aujourd'hui, elles sont présentes sur le marché du travail, quel que soit le nombre de leurs enfants et leur âge. L'évolution des droits des femmes au travail s'inscrit bien évidemment dans les grands mouvements revendicatifs qui ont traversé l'Europe. Et je pense notamment à la première vague de féminisme qui, depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, s'est lancée à la conquête des droits civiques et politiques et qui a abouti en 1938 à la fin de l'incapacité civile des femmes mariées. Et les droits des femmes au travail s'inscrivent également dans cette troisième vague de féminisme qui, depuis les années 90, dénonce le long continuum des violences qui va du harcèlement au féminicide. Et ça concerne bien évidemment également le monde du travail. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Alors tout d'abord, nous allons aborder les droits des femmes parce que quelles que soient les opinions des uns et des autres sur ce sujet, il s'agit d'une question de droit. Et les sources de ce droit à l'égalité sont l'Union européenne, d'une part, puisque l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un principe fondamental de l'Union européenne depuis 1957, depuis le traité de Rome. Et d'ailleurs, l'essentiel de l'action de l'Union européenne en faveur de l'égalité porte sur l'égalité au travail. Ensuite, nous allons voir plus longuement ce qu'il en est du droit français. D'ores et déjà, en 1946, la Constitution, qui est notre norme juridique suprême, indique dans son préambule que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Alors, un certain nombre de lois ont ensuite été déclinées. Si on revient sur cette perspective historique, au XIXe siècle, les premières mesures adoptées sur le travail féminin, elles ont d'abord été protectrices. Les femmes, elles étaient considérées avant tout comme des mères et la loi, elle voulait protéger la mère au travail. Par exemple, en 1892, on avait limité la durée du travail des femmes à 11 heures par jour et on leur avait interdit le travail de nuit dans l'industrie. D'autres mesures ont également été prises pour les protéger durant la grossesse. Et donc, on était sur une législation qui entretenait l'image d'une femme fragile et toujours potentiellement enceinte. Ensuite, depuis les années 70, mais surtout à partir des années 2000, le droit des femmes vise davantage à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
en termes d'accès à l'emploi, en termes de rémunération, de formation, de promotion, de mobilité, donc dans tous les domaines, en quelque sorte. Ayons à l'esprit que jusqu'en 1946, il y avait un abattement de 10% sur les salaires féminins au motif que les femmes étaient plus faibles physiquement. C'était l'arrêt Croizat. Donc, ce que je vous propose, c'est de balayer un petit peu tout l'arsenal juridique qui est conséquent et qui, depuis 1972, a posé le principe d'une égale rémunération pour un travail de valeur égale. 8 ans plus tard, en 1975, la loi interdit de rédiger une offre d'emploi qui est réservée à un sexe, de refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe ou de la situation de famille. 18 ans plus tard, on arrive à la loi Roudy, en 1983, qui réaffirme le principe de l'égalité dans tout le champ professionnel, donc du recrutement, la rémunération, la promotion ou la formation. Et notamment, cette loi, elle institue pour les entreprises l'obligation de produire un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise. C'est un outil qui doit permettre de définir des actions susceptibles de supprimer les écarts de rémunération. Donc, on voit qu'en 1983, au-delà du principe, la loi demande aux entreprises… Ah, ça marche, parce que du coup, en fait, j'avais pas le bon lien. En fait, c'est ma bénévole qui m'a envoyé le lien. Voilà. Mais c'est ça, exactement. Bon, ben génial, je vais écouter. Donc, je poursuis. Donc, en 1980… Bon, ben ça marche, ben, c'est super. En 1983, la loi, au-delà du principe, demande aux entreprises d'agir concrètement. Et donc, pour agir concrètement, il s'agit d'observer concrètement ce qui se passe dans la réalité afin de pouvoir prendre des mesures correctives. 2001, la loi Génisson, elle impose le dialogue social impose que le dialogue social prenne en compte l'égalité au niveau de l'entreprise et également au niveau des branches professionnelles. Cette loi encourage également la mise en œuvre de mesures de rattrapage. Cet arsenal juridique est permanent. Nous arrivons à 2011 avec la loi Copé-Zimmermann, dont on a fêté le 10e anniversaire récemment. Et cette loi prévoit l'instauration d'un quota de 40% de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises. Essentiellement, les grandes entreprises, ce sont celles qui sont cotées en bourse. En termes de résultats, on voit que la politique des quotas a été efficace, puisque aujourd'hui, le taux de femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées au CAC 40 était de 45% en 2020. Nous arrivons en 2014 avec la loi sur l'égalité réelle qui a demandé aux entreprises de plus de 50 salariés de déposer des plans relatifs à l'égalité professionnelle ou des accords relatifs à l'égalité professionnelle. Dans cette loi, notamment, il était également fait état du congé paternité qui, d'ailleurs, une mesure intéressante qui prend effet au 1er juillet, c'est que ce congé paternité va passer de 14 à 28 jours. Donc l'objectif, c'était à la fois d'accroître le niveau d'emploi des femmes, mais également de favoriser le partage des responsabilités parentales au moment de la naissance. 2015, la loi impose une obligation de représentation équilibrée au sein des instances représentatives du personnel de l'entreprise, que ce soit les délégués syndicaux, les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise. Et sur les élections professionnelles, les listes doivent respecter la parité et l'alternance femmes-hommes.
Je mentionne un dernier point sur ces obligations réglementaires, c'est l'index égalité que les entreprises doivent renseigner depuis 2018 et qui porte sur les écarts de rémunération. Donc là aussi, c'est un outil qui est mis à disposition des entreprises pour évaluer ces écarts. L'objectif, là encore, c'est qu'elles puissent mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à partir de 4 ou de 5 indicateurs et qu'elles puissent réfléchir et prendre des mesures pour corriger ces inégalités. Donc l'index égalité vise à faire progresser les entreprises. Alors, ça concerne qui? Ça concernait en 2018 les entreprises les plus importantes, celles qui ont plus de 250 salariés notamment, mais depuis le 1er mars, ça concerne toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Ça permet donc, en toute transparence, d'avoir des indicateurs objectifs sur ce qui se passe au sein des différentes entreprises. On est là sur une obligation qui est une obligation de résultat, puisque si les critères ne sont pas satisfaisants, il peut y avoir également des pénalités financières. Alors, voilà, on a balayé un petit peu les principales lois qui ont œuvré en matière d'égalité professionnelle. Et pourtant, j'aimerais quand même pointer le fait qu'aujourd'hui, les inégalités persistent sur le secteur économique. La situation des femmes reste plus fragile que celle des hommes sur le marché du travail. Parce que bien évidemment, et ça je pense que ce sera développé tout au long de ces 2 jours, au-delà de la législation, ce qui est important de faire évoluer aujourd'hui, ce sont les comportements et les mentalités. Dans bon nombre de domaines, des différences subsistent malgré les politiques publiques qui ont été mises en place, et on voit que l'écart se creuse tout au long de la vie. Et ça, on va pouvoir le constater sur un certain nombre d'indicateurs. Alors, sur l'indicateur emploi, tout d'abord, nous verrons au fil des interventions suivantes la persistance des stéréotypes liés au genre qui continuent d'induire des discriminations. On voit que les femmes sont moins représentées que les hommes dans un certain nombre de secteurs d'activité et il y a souvent coïncidence avec les salaires moyens qui sont constatés dans les secteurs d'activité où les hommes ou les femmes sont davantage représentés. En matière d'emploi, les femmes sont bien évidemment plus touchées par l'activité partielle. 29% des femmes contre 8% des hommes ne travaillent pas à temps plein aujourd'hui. Ce ne sont pas forcément des temps partiels choisis. Les femmes sont plus souvent embauchées sous des contrats à durée déterminée. 12% des femmes contre 8% des hommes sur une moyenne nationale. Sur le critère emploi, je pense qu'il faut également rappeler que les femmes continuent massivement à prendre en charge la majeure partie du travail domestique et familial. Ça a pu être quantifié sur un taux de 70% dans les couples. Les aidants familiaux, par ailleurs, les aidants familiaux, ce sont ces personnes qui prennent soin des membres de la famille qui peuvent être âgés ou en situation de handicap. Ces aidants familiaux sont encore très majoritairement des femmes et elles assument cette fonction sans rémunération et bien souvent au détriment de leur carrière. Parmi les autres indicateurs qui confirme la persistance des inégalités économiques, mentionnons les salaires, avec des différences de salaire entre le revenu brut des femmes et des hommes qui s'élève à 24%. Et si
On descend sur une observation des postes à capacité et à expérience équivalente. On est également sur des salaires qui restent inférieurs avec un écart de 12%. Alors là, dès l'obtention du diplôme, on peut constater cet écart dès l'entrée sur le monde du travail. Et cet écart, il va continuer à se creuser sur la durée de la vie professionnelle. Autre indicateur, les retraites, qui sont en quelque sorte le reflet des inégalités qui ont pu être accumulées tout au long de la vie. Nous avons aujourd'hui un taux de pension qui est en moyenne inférieur de 42% pour les femmes par rapport aux hommes. Ça traduit le fait que les femmes ont moins cotisé et qu'elles ont cotisé sur la base de salaire qui était plus faible. Autre indicateur économique qu'on n'évoque pas souvent, mais c'est le patrimoine, avec un écart de patrimoine de 13% entre les femmes et les hommes. Et enfin, j'évoque le risque de précarité qui touche davantage les femmes. Ce risque de précarité, il se traduit par des femmes qui sont plus souvent en situation de surendettement et aussi des femmes qui sont plus souvent en détresse financière profonde avec aucune capacité de remboursement. C'est tout particulièrement vrai pour les familles monoparentales dont la composition, c'est une mère de famille avec ses enfants. Dans 9 cas sur 10, c'est la mère qui est à la tête des familles monoparentales et on voit qu'elles sont aujourd'hui, dans 35% des cas, sous le seuil de pauvreté. Voilà, donc j'aurais pu vous parler d'autres indicateurs, on aurait pu évoquer le plafond de verre ou les systèmes de gestion des carrières qui sont différents entre les femmes et les hommes, mais je pense que ces sujets vont être abordés par les interlocuteurs qui vont suivre durant ces 2 journées et donc je leur laisse le soin d'illustrer ces propos de manière plus détaillée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Goumet, pour toutes ces indications, pour toutes ces informations. Et puis, quand on vous a écouté, on s'aperçoit en fait que le droit des femmes, il est très récent. Même si ça fait de nombreuses années que les femmes se battent pour essayer d'obtenir la parité et l'égalité, on s'aperçoit en fait que toutes ces réformes sont très récentes, puisque quand on va sur 10, 15, même 20 ans en arrière, en fait, c'est très, très jeune au niveau de la législation. Donc, merci de nous avoir rappelé tout ça. Merci également d'avoir accepté d'ouvrir cette journée sur la parité femmes-hommes.